Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour ce nouveau Facebook Live de la gauche anticapitaliste organisé en coopération avec la formation Lyon-Le Soir. Alors ce soir, on va parler et essayer de comprendre ce qui se passe en Biélorussie. La Biélorussie, donc ce petit pays de 9 millions d'habitants que jusqu'il y a peu, très peu, aurait pu mettre sur la carte de l'Europe et qui n'est ni la Russie, ni l'Ukraine, ni la Pologne, mais qui est située quelque part entre les trois, avec au nord les pays de la Baltique, donc la Lettonie et la Lituanie, et qui connaît depuis le 9 août dernier un mouvement massif et sans précédent, en tout cas pour ce pays, et qui a fait la une au niveau international et y compris chez nous. Alors, avant de présenter notre intervenante et de la laisser faire son exposé, je vous rappelle, je vous invite plutôt à nous rejoindre sur la page Facebook de la gauche anticapitaliste en la likant si ce n'est pas encore fait. Et aussi à commenter ce live, donc laissez vos remarques, vos commentaires et vos questions qui nous serviront à animer la discussion par la suite avec Catherine. Et Catherine, je me tourne vers toi directement. Bonsoir Catherine. Bonsoir Charlotte. Bonsoir. Alors Catherine, tu es économiste, marxiste et féministe, spécialiste d'Europe de l'Est et de l'autogestion, rien que ça. Mais en plus, tu es aussi membre du conseil scientifique d'Attaque France, du NPA, du nouveau parti anticapitaliste, et de la 4e internationale. Alors, tu vas nous parler ce soir, évidemment, de la Biélorussie en long et en large, et notamment de la situation qu'a vécu la Biélorussie à l'éclatement de l'Union soviétique, donc du scénario spécifique qui s'est joué dans ce pays. Tu vas aussi tenter de caractériser le régime de Loukachenko de manière à ce qu'on puisse mieux comprendre la situation actuelle et notamment nous parler donc des moyens de stabilisation de ce régime pendant les 26 années qu'il a duré et qui ne consiste pas seulement en une répression de toute opposition, voilà. Puis tu vas nous parler du contexte actuel, donc du contexte dans lequel s'est déroulée cette élection, et donc des éléments qui, tant en interne qu'en externe, au niveau régional et international, nous aident à comprendre la situation actuelle. Et puis on reviendra sur certaines surprises et les aspects inattendus de ce mouvement, et sur les incertitudes qu'il suscite. Avant de commencer, je signale donc que tu as un site internet qu'on peut consulter pour trouver tes analyses, dont l'adresse sera transmise dans la discussion, dans l'événement en tout cas. C'est déjà csamari.fr. Et que tu as aussi publié sur le site du NPA un article au sujet de la Biélorussie, donc qui est consultable directement sur le site du NPA. Donc on va lancer. Je te donne 30 minutes pour faire ton exposé, et puis on attend, je le rappelle, vos commentaires, vos remarques, vos questions pour discuter plus en profondeur. Je te laisse la parole. D'accord, merci beaucoup. Je vais suivre un peu le cheminement que tu proposais et qu'on puisse dégager, malgré une situation complexe, quelques idées forces et fortes, notamment pour des actions solidaires avec notamment les populations soumises à répression et les mobilisations sociales dont on va parler. Donc, je voudrais commencer, comme tu l'as dit, par situer un peu le régime de cet autocrate Loukachenko qui s'est fait réélire pour la 6e fois, donc en un quart de siècle, à 80% comme d'habitude, le 9 août. Alors, en fait, donc il est arrivé au pouvoir en 1994, c'est-à-dire pas tout de suite après la fin de l'URSS. Je rappelle que
L'URSS, paradoxalement d'ailleurs, a été dissoute sur le territoire de l'ancienne République de Biélorussie, mais par des dirigeants en place, par en haut, par 3 dirigeants de 3 des républiques, après qu'il y ait eu un référendum qui avait concerné l'ensemble des populations de toutes les républiques et qui avait obtenu majoritairement une option de réforme et de maintien dans l'Union soviétique, sauf pour les républiques baltes, qui, comme on le sait, ont été incorporées de force par Staline dans cette union et revendiquaient légitimement leur indépendance. Mais en dehors donc des républiques baltes, les populations souhaitaient des réformes radicales, mais elles n'ont ni le mot ni la capacité de peser, et ce sont des dirigeants qui partent en haut. Yeltsin, d'une part, qui était alors au pouvoir en Russie, et puis c'est ses correspondants, présidents respectifs de la Biélorussie et de l'Ukraine, qui à 3 ont décidé que l'Union soviétique était morte. Ceci début décembre, le 5 décembre, et le 25 décembre, Gorbatchev, président d'Union soviétique qui n'existait plus, démissionnait. Mais Yeltsin, ce faisant, mettait en place en Russie, soutenu par le Front populaire biélorusse à cette époque-là, donc en 91, une thérapie de choc d'inspiration néolibérale, bien que très dirigiste, dont le mot libéral ne veut pas dire évidemment au sens politique, mais visant aux privatisations et à la marchandisation du système et à briser les résistances sociales collectives au travers de ces privatisations. Ce qui a provoqué une dégradation sociale immédiate et économique colossale de l'ensemble de l'Union soviétique, qui n'était pas prévue par ceux qui avaient conçu le marché et les privatisations comme étant la solution aux problèmes de l'Union soviétique. C'est donc en 1994 aussi, sur la base d'une campagne massive en Biélorussie contre la corruption qui accompagnait ces privatisations, que le président alors en place est déchu et que dans de nouvelles élections, Loukachenko arrive au pouvoir. Alors, deuxième remarque du contexte, il arrive au pouvoir, mais la Biélorussie était donc c'est la plus petite des républiques slaves, mais c'était parmi l'ensemble des républiques la plus développée, avec une agriculture très forte. C'était le grenier à lait. L'Ukraine, c'est le grenier à blé, mais la Biélorussie, le grenier à lait de l'Union soviétique, mais aussi une industrialisation très importante, à 50% du PIB très rapidement, diversifié et un niveau de vie le plus élevé de toute l'Union soviétique. Alors, Loukachenko s'appuie sur ce passé-là et qui pèse dans la mémoire populaire, bien sûr, et sur, d'une certaine façon, donc la contestation des thérapies de choc destructrices qui étaient à l'œuvre. Il va être identifié par certains à tort comme un continuateur de l'Union soviétique. Il remet en cause le drapeau de la nouvelle République indépendante blanc et rouge qui renvoyait à la première République de 1918 pré-soviétique. Il revient au drapeau soviétique, mais il enlève la faucille et le marteau et l'étoile rouge. Et ça n'est pas un détail en substance. Donc, il s'agit de briser la logique des privatisations généralisées, mais non pas de la restauration capitaliste. Donc, c'est une restauration capitaliste, et on l'a vu ailleurs, y compris en Chine, les privatisations ne sont pas le seul, ni d'ailleurs nécessairement du point de vue capitaliste la meilleure procédure, mais en tous les cas, il s'appuie sur une transformation capitaliste qui maintient des acquis du passé soviétique au niveau des grandes fermes agricoles et au niveau de l'industrie. Donc un secteur public prédominant, mais en même temps, et ça, ceux qui le présentent comme le continuateur de
de l'URSS ou comme quelque part un socialiste qui se cache, ou qui se cache pas d'ailleurs, ou qui ment. Il combine ce maintien d'un secteur public fort et d'arrêt des privatisations avec une répression frontale de ce qui marquait la scène politique et sociale de la Biélorussie des premières années 90, c'est-à-dire un très puissant mouvement social et de grève. Je ne peux pas le développer ici. Je renvoie notamment dans l'article cité qui est sur le site d'anticapitalistes du NPA à un texte publié en 2004 par David Mandel, un spécialiste du mouvement ouvrier et social et syndical de l'URSS, qui compare les scénarios de la Russie, de l'Ukraine et de la Biélorussie, et qui explique, et cette contradiction, je veux la souligner avant de passer à la suite, il explique que pour empêcher que la base sociale de l'ancien régime, c'est-à-dire les travailleurs, s'emparent d'un pouvoir de décision contre à la fois le bureaucratisme de l'ancien système, mais aussi contre les privatisations, il y a deux scénarios, soit celui des thérapies de choc, mais qui vont démanteler en elles-mêmes la résistance sociale d'une façon dramatique, soit le scénario de la Biélorussie. Mais il dit plus il y a le maintien d'un secteur public fort, plus il y a des capacités de concentration ouvrière et de lutte sociale fortes, et c'était le cas en Biélorussie, plus la répression syndicale est forte. Et c'est ce qui va se passer. Donc l'arrivée au pouvoir de Loukachenko va combiner, et donc synthétiquement pour aller vite, on verra dans la discussion s'il faut donner davantage d'informations, mais un secteur public fort, l'arrêt des privatisations généralisées, mais le début des privatisations qui se poursuit en étant régulé, et une répression anti-ouvrière, anti-sociale très importante. Alors, il ne va pas régner seulement sur la base de la répression, et il va, dans les donc 25 années qui vont suivre, préserver justement des atouts et les développer de l'ancienne Union soviétique, c'est-à-dire l'industrialisation du pays et son agriculture, ses capacités d'exportation, sa situation de carrefour. Il va développer un réseau de transport extrêmement important, des gazoducs. Il est dépendant de la Russie pour l'énergie, le gaz et l'électricité, et il est dépendant de cette énergie à des tarifs préférentiels que lui offre la Russie. Et en même temps, il a une industrie diversifiée, y compris d'automobiles, de tracteurs, etc. Et pour aller vite, je fais un saut. En 2018, l'Organisation des Nations Unies place la Biélorussie, qui a pris le nom de Bélarus, c'est le premier nom de la République pré-soviétique, hein, donc le Bélarus plus exactement, au 58e rang dans le classement des pays, du niveau de développement des pays sur près de 200. Il est donc un pays considéré comme très développé, et avec un indice d'inégalité parmi les plus bas, donc les plus bas niveaux d'inégalité de l'Europe, et pas de l'Europe de l'Est, mais de l'Europe de l'Ouest y compris. Il a d'autre part, face à la Covid, ça n'est pas rien, même si Loukachenko va prétendre qu'on peut combattre le virus en buvant de la vodka ou en s'asseyant sur un tracteur. En pratique, il bénéficie d'un pays qui a un système de santé extrêmement développé et avec une capacité du coup à effectivement contrôler le virus, également par
un pays dont la densité par rapport à la Belgique, dont la population n'est pas très éloignée au niveau total, une densité de population en Biélorussie grâce à ces espaces verts notamment, beaucoup plus faible qu'en Belgique. Donc, en dehors du bluff qui dénigre l'ampleur de la Covid et qui va discréditer Loukachenko, il y a une part de vrai dans la capacité à résister. Ceci dit, donc j'en arrive aux élections du 9 août. Alors, les élections du 9 août surviennent dans un contexte qu'il faut caractériser de façon synthétique sur le plan intérieur et international, qui a été marqué en fait par une évolution de la situation sociale et géostratégique, marquée par le basculement de la crise ukrainienne qui voit la chute du président et oligarque Yanukovych en 2013, fin 2013. La Biélorussie n'avait pas connu de récession, y compris en 2008, au moment de la crise bancaire et financière, comme c'est un pays relativement fermé justement aux échanges mondiaux et à la mondialisation financière. Il a chuté dans sa croissance, mais très vite repris. Et la première récession et la phase de récession et de dégradation sociale majeure survient depuis 2015, c'est-à-dire depuis la crise 14-15 ukrainienne. Parce que la Biélorussie est extrêmement impliquée dans des échanges étroits avec ses deux voisins ukrainiens et russes, qui sont affectés par la crise ukrainienne et par les sanctions internationales. Alors, la crise ukrainienne, je vais en dire deux mots sur le traumatisme social et politique et géopolitique que ça provoque dans toutes les anciennes républiques, et notamment quand elles sont dictatoriales de l'ex-soviétique, dont la Russie d'ailleurs, et la Biélorussie, mais de deux points de vue. Premièrement, je ne peux pas le développer ici, ça fera peut-être l'objet de divergences entre tout le monde qui écoute là. Ça a été l'objet de divergences à l'intérieur, y compris de la gauche internationale. La crise ukrainienne est interprétée différemment par les uns et les autres. Mais je retiens ici seulement l'interprétation du pouvoir en place en Russie, en Biélorussie et dans la plupart des républiques ex-soviétiques comme étant une révolution dite colorée, c'est-à-dire instrumentalisée par l'Occident, anti-russe et en plus avec de forts courants fascistes. Donc c'est avec ce stéréotype que d'ailleurs, en Russie comme en Biélorussie, depuis 2014-15, la répression s'accroît contre tout mouvement d'opposition, qu'il soit financé ou pas par l'Occident, il est taxé comme étant un pion de l'Occident ou, et c'est le deuxième point, un pion possible d'un deuxième adversaire qui peut être russe. C'est-à-dire que la révolution colorée et le renversement du pouvoir par des puissances extérieures est perçu, vu des anciennes républiques soviétiques, à la suite de la récupération de la Crimée par Poutine, comme un danger pour elle-même aussi. Et donc, un danger venant de la Russie cette fois-ci. Le pouvoir de Loukachenko a cette double caractéristique depuis 2014, à savoir à la fois la diabolisation de tout mouvement d'opposition et tout mouvement social comme étant le risque d'une révolution colorée, mais deuxièmement, une défiance envers celui qui le menace le plus directement, à savoir le pouvoir russe. Car il faut savoir que depuis la période de Yeltsin et Loukachenko des années 90, le Biélarus et la Russie sont liés par des traités d'union réels et notamment un projet d'unification des deux États qui a traîné, mais qui était signé avec quelques pistes par Loukachenko et Yeltsin. Et Poutine, en 2019,
a voulu remettre ce traité sur la table et faire avancer l'unification en question. Et Loukachenko, en décembre 2019, donc quelques mois avant les élections dernières, vous pourrez trouver des traces de ça dans Le Monde, notamment d'excellents articles de Benoît Wittkin. Loukachenko résiste à cette union des deux États. Et Loukachenko prend, après la crise ukrainienne, une posture internationale de neutralité, entre guillemets, entre l'Ukraine et la Russie et l'Union européenne. Et vous savez que certains accords concernant la gestion de la crise qui perdure en Ukraine ont été signés à Minsk, la capitale du Biélarus. Et donc, ce rôle de médiateur, qui peut d'ailleurs rendre service, entre parenthèses, à ceux qui ont participé à ces négociations, c'est-à-dire surtout Merkel, Poutine et donc le médiateur bélarousse, d'une certaine façon, avec des réticences plus grandes provenant du président ukrainien, bien sûr. Donc, ce rôle de médiateur, Loukachenko y tient pour se préserver, y compris se ménager des possibilités de contrebalancer ses dépendances envers la Russie par une diversification de ses alliances et de ses échanges internationaux. Il y a eu à plusieurs reprises une guerre du lait, puisqu'il était le grenier à lait au niveau des tarifs, de même qu'une guerre du gaz et de l'électricité du côté russe au niveau des tarifs imposés à la Biélorussie et des conflits majeurs. Et pour essayer d'atténuer cette dépendance envers la Russie, donc il essaye de se ménager l'Union européenne. Et l'Union européenne l'a félicité en 2016 en levant les sanctions contre la Biélorussie ou le Biélarus en 2016 à cause de son rôle de neutralité et de médiation dans le conflit ukrainien. De même, d'ailleurs, la Chine, qui cherche à développer sa route de la soie vers l'Europe, utilise les conflits et en même temps la bonne santé des infrastructures de transport que j'évoquais tout à l'heure de la République de Bélarus pour se développer dans ce pays. Donc, le régime de Loukachenko arrive aux élections d'août dernier avec premièrement une situation internationale donc de tension avec la Russie, mais deuxièmement, et cette tension se traduit notamment par le fait qu'il considère que plusieurs des candidats qu'il va écarter sont des pions de Moscou. Et il considère aussi que 33 mercenaires d'un groupe qu'il interpelle et arrête et qui ont sévi en Ukraine, mais aussi dans d'autres terrains de conflit dans le monde pour le pouvoir russe, sont des pions du pouvoir russe. Donc il considère qu'il y a une véritable infiltration russe à la veille des élections. D'autre part, à la veille des élections, et depuis 5 ans, à cause de la crise ukrainienne que j'ai évoquée tout à l'heure, la situation économique s'est dégradée et la dette publique s'est aggravée avec du coup des attaques sociales beaucoup plus fortes, notamment l'obligation d'avoir des contrats à durée indéterminée, notamment pour les jeunes et de plus en plus pour de plus en plus de travailleurs, l'obligation d'accepter n'importe quel emploi et le projet en 2017 de taxer les chômeurs criminalisés comme étant des oisifs volontaires, ce qui a provoqué de premières protestations sociales et des mobilisations notamment de blogueurs jeunes, etc., contre le régime. Donc c'est dans ce contexte que l'imprévu surgit au moment des élections. Il a écarté, j'ai évoqué, plusieurs candidats dont le programme est celui de privatiser
la Biélorussie au profit de puissances polonaises, baltes, occidentales, européennes ou américaines ou russes. Et l'imprévu, c'est que les femmes de ces candidats, et notamment donc Svetlana Tsikhaïevskaya, la première, vont prendre, trois femmes vont prendre le relais de ces trois candidats évincés des élections, et elles vont parler avec un langage, elles vont être d'une part acceptées par Loukachenko, qui comme ça se donne une couverture démocratique, et il pense qu'elles seront inefficaces, et elles seront au contraire, et surtout Svetlana, extrêmement efficaces parce que dans leur force et leur fragilité, elles parlent vrai, elles parlent de ses peurs pour sa famille, de la répression. Elles ne parlent pas du programme de privatisation, et, euh, et beaucoup de jeunes, de femmes et de travailleurs viennent au meeting. Ce qui fait que quand le résultat des élections le 9 août est proclamé avec 80% pour Loukachenko et 10% pour Svetlana, c'est pas crédible. Ça ne veut pas dire pour autant qu'elle a remporté les élections, mais qu'elle a certainement beaucoup plus et lui beaucoup moins. Et donc, il y a des protestations sociales sans précédent qui se heurtent à une répression également d'une violence terrible, qui, loin de pousser à la démobilisation, accélère cette mobilisation. Cette mobilisation, et je terminerai là-dessus, elle s'accélère donc avec notamment entre le 9 août, donc le 10 août, avec le début de grèves et de mouvements sociaux, et le 12 août, avec montée de manifestations ouvrières, de comités de grève, de comités de quartier, et un appel qu'on entend de on ne sait où à la grève générale. Mais les syndicalistes ont été bien qu'il y ait des syndicalistes qui résistent, et un syndicat de 2 millions, d'ouvriers qui est dans l'opposition et qui est substantiel, malgré cela, c'est quand même faible à cause d'un régime extrêmement répressif que j'ai évoqué tout à l'heure. Alors, mais ces premières mobilisations mettent un coup d'arrêt à la répression, du moins dans une première phase, et poussent Loukachenko et Poutine à un rapprochement. Alors, ce rapprochement, il s'est tenu cette semaine, puisqu'il y a eu une rencontre, donc on en parlera dans la discussion dès lundi à Sochi. Mais pour l'instant, il n'y a pas grand-chose qui en sort. On y reviendra parce que Poutine veut conserver une emprise et surtout la consolider sur le Biélarus. Si Loukachenko est démis par un mouvement social de masse, il ne défendra pas à tout prix Loukachenko, mais il préférera défendre quand même Loukachenko si c'est pour le remplacer par un candidat pire, c'est-à-dire qui serait anti-russe, de façon beaucoup plus radicale que Loukachenko. Alors, on en est là avec comme incertitude, et je termine là-dessus, une opposition, et notamment celle des femmes, qui à la fois s'est alliée pendant le temps des élections, a mis en place un collectif de coordination pour tenter de faciliter la transition de pouvoir, mais qui s'est d'ores et déjà divisé sur la stratégie, qui a été réprimée avec plusieurs. Donc, toutes ces femmes maintenant se retrouvent expulsées ou fuyant vers la Lituanie, comme ça a été le cas de Svetlana. Mais l'une d'entre elles donc, a d'ores et déjà pris des positions politiques divergentes des autres en lançant le 31 août le projet d'un nouveau parti qui s'appelle Ensemble, qui devait réunir toute l'opposition sans avoir consulté les autres. Donc, autrement dit, cette opposition est divisée dans sa stratégie comme dans sa tactique. Elle cache pour l'instant le projet de privatisation, qu'il soit pro-russe ou pro-occidental. Et la population
restent mobilisés tous les dimanches notamment et réprimés massivement, sans pour autant que le mouvement de grève, pour l'instant, n'ait atteint l'espoir qui était avancé d'une grève générale autour du 12-14 septembre. Donc on en est là avec beaucoup d'incertitudes, mais ça veut dire aussi qu'il faut, et c'est très important, soutenir ceux qui essayent de combattre Loukachenko, mais pas pour des privatisations. Donc, autrement dit, avec un ancrage social, féministe, jeune, décisif et démocratique. Et c'est cela dont on pourra discuter ensemble, tous ensemble, et tout ensemble tout à l'heure, avec quelques sites qui peuvent être des points d'appui syndicalistes pour ce type d'action. Voilà, je vais arrêter là. Je pense que j'ai passé mon temps d'une demi-heure en étant certainement trop rapide et simplificatrice, mais vous êtes là pour m'aider à rectifier le tir. Merci Catherine. Merci beaucoup. Alors non, tu n'as pas dépassé ton temps. C'est fantastique, c'est formidable. Alors, on est en train de passer au crible vos réactions, commentaires et questions. En attendant, j'aurais déjà une ou deux questions à te poser. Un autre événement qui a fait assez bien la une de l'actualité, c'est l'empoisonnement de l'opposant au régime russe, l'opposant à Poutine, Alexei Navalny, donc qui était à la base un militant anticorruption qui a réussi à se positionner comme le principal, un des principaux en tout cas opposants au pouvoir et qui représente quelque part l'opposition libérale en Russie, donc qui a été empoisonné cet été, justement dans le sillage de ce qui se passait en Biélorussie et qui a dû être évacué du pays. Alors, bon, l'empoisonnement des opposants, c'est une tradition assez prégnante en Russie. Mais dans le contexte où cela s'est déroulé, est-ce que c'est pas quelque part un message envoyé à tout le monde finalement, quelque part aux Biélorusses, mais aussi à la population de Russie qui envisagerait de s'inspirer du scénario qui se déroule actuellement en Biélorussie, et est-ce qu'il pourrait y avoir un impact de cet événement sur le processus que tu viens de décrire. Voilà. Et alors, j'ai aussi une deuxième question parce que, bon, quand on parle, c'est vrai, des processus qui se déroulent dans les pays d'Europe de l'Est, et tu l'as dit, on a tendance à avoir une grille de lecture qui est celle de l'opposition entre puissances régionales, de puissances régionales qui déplacent leurs pions et quelque part manipulent ces mouvements. Mais donc je me demandais, parce que tu l'as évoqué, tu as évoqué les syndicats, tu as évoqué l'opposition, on va dire, qui est aujourd'hui l'opposition officielle, puisque l'opposition officielle d'avant, la plupart de ses représentants étaient représentés, mais donc effectivement Svetlana Tikhanovskaya et les autres épouses des opposants emprisonnés. Tu as parlé des femmes, tu as parlé des jeunes, etc. Mais est-ce qu'il y a d'autres forces en présence, des formes d'organisation qui voient le jour au sein des différents des secteurs que tu as évoqués? Et surtout, quelles revendications portent-ils? Donc, est-ce qu'il s'agit simplement de revendications démocratiques pour des élections libres et non truquées, ou est-ce qu'on voit se dessiner d'autres types de plateformes de revendication? Voilà, donc je te laisse peut-être avec ça quelques minutes parce qu'on reçoit des questions et des commentaires que je te transmettrai par la suite. Tu veux que je réponde tout de suite à ces deux questions? Je veux bien. D'accord. Alors d'abord, en ce qui concerne Navalny,
en fait, c'est extrêmement obscur, hein, opaque. Alors, il y a une chose vraie dans ce que tu as souligné, et qui n'est pas directement, à mon sens, exprimée nécessairement par cet empoisonnement. C'est une crainte, bien sûr, que le pouvoir russe peut avoir face à des mobilisations en cours, d'ailleurs, dans plusieurs régions de Russie, qu'un scénario de renversement d'un autocrate comme Loukachenko fasse tache d'huile, et qu'il y a une proximité, autant il y a une défiance envers le pouvoir russe, de Poutine, autant il y a une proximité culturelle, historique et des liens multiples entre les deux peuples, et la possibilité que se nouent des relations par en bas, sociale et tout à fait subversive. Donc oui, il y a sur ce plan-là une peur. Est-ce que l'empoisonnement de Navalny serait une façon de dire voilà comment je traiterais les opposants? Peut-être, je ne sais pas. D'un autre côté, ça peut coûter cher aussi à Poutine. Pourquoi? Parce que si on regarde du point de vue de l'Union européenne notamment, et de la façon dont, euh, pour être plus explicite, Macron et Merkel, qui avaient négocié ensemble avec le président ukrainien donc, et Poutine sur la situation en Ukraine, donc espéraient pouvoir s'appuyer sur Poutine également pour être quelque part un médiateur en Biélorusse. Donc, ils ne peuvent pas le faire décemment, je dis bien décemment, ça peut être une posture de gesticulation, de verbe, mais c'est pas simplement ça avec l'empoisonnement de Navalny. Donc, or, il y a des intérêts économiques en dehors de l'aspect géopolitique, c'est-à-dire s'appuyer sur Poutine pour gérer un peu les conflits de la région. Il y a aussi des intérêts économiques dans le contexte notamment des guerres du gaz et de l'énergie. Il y a euh, un gazoduc qui devait apporter du gaz russe directement à l'Allemagne en doublant le Nord Stream numéro 1 par un Nord Stream numéro 2 dans la Baltique. Et Angela Merkel, il comptait beaucoup dessus, et comptait beaucoup dessus, y compris pour appliquer son programme environnemental sans importer du gaz de schiste des États-Unis. Donc, ça pour l'instant, ça risque pour la première fois, donc ça a été dit il y a ces jours-ci par Angela Merkel, d'être remis en cause, sous pression bien sûr des États-Unis qui en profitent. Bon, voilà, donc je ne sais pas. Donc, on va voir tout ça. Deuxièmement, en ce qui concerne les grilles, oui, je pense important de renvoyer à des informations plus détaillées que je n'ai le temps de le faire ici, sur des sites syndicalistes ou de soutien aux mouvements sociaux, dont je vous ai envoyé les liens. Qui notamment ont donné effectivement le nom de multiples usines, dont celle qui fabrique des automobiles, dont plusieurs qui se situent dans plusieurs villes et pas simplement autour de Minsk. Et donc avec des comités de grève, mais dont on n'a pas d'informations récentes sur leur extension, et le début et l'appel par des syndicalistes et par une petite partie de cette gauche qui n'a pas vraiment de poids à l'heure actuelle, anti-Loukachenko, mais aussi anti-privatisation, appelle à des comités d'organisation de la population. Et il y a plusieurs articles qui soulignent l'incertitude de la situation et le besoin d'ancrer les mobilisations dans des revendications sociales. Alors, tu posais la question justement des plateformes
pour l'instant, donc pendant la campagne, j'évoquais le fait que les trois femmes notamment ont mené campagne sur des objectifs démocratiques et contre la répression, mais non pas sur les privatisations. Et à l'heure actuelle, on en est resté encore largement là. Et c'est-à-dire que, y compris le poids de Svetlana Tiranovskaya a été associé au fait qu'elle a concentré son discours sur des choses extrêmement générales concernant les élections. Mais il y a, et j'arrête là-dessus pour voir d'autres questions possibles, sur les élections elles-mêmes, donc des divergences qui apparaissent et des scénarios différents qui apparaissent. À savoir, d'une part, le fait que une partie de l'opinion publique, je ne suis pas capable de dire laquelle, et personne, je pense, mais en particulier, c'est le cas de Svetlana Tiranovskaya, était pour considérer que l'élection de Loukachenko était caduque et qu'il fallait aller vers d'autres élections, mais donc de ne pas d'évincer. Alors avec notamment, il y a eu des mots d'ordre dans des manifestations d'ouvriers, de femmes, de jeunes, avec le slogan «Dégage», hein, qu'on a vu dans d'autres circonstances. Exprimé en langue biélorusse. Mais il y a aussi eu donc la tentative, notamment de la candidate qui représentait le candidat Baba Rika, de reconnaître, considérer que les élections, il y a eu des fraudes, mais quand même reconnaître l'élection de Loukachenko et d'aller vers donc la présentation donc d'un nouveau parti pour de nouvelles élections. Donc tout ça n'est pas clair pour l'instant et les questions notamment socio-économiques ne sont pas du tout claires. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, merci beaucoup Catherine. Alors j'ai d'abord un commentaire et puis une vaste question de Margareta Taraikevich qui nous remercie, qui te remercie et qui, en tant que Biélorusse, est très heureuse de voir que les gauches, la gauche ou les gauches aussi soutiennent notre révolution, le mouvement en Biélorussie. Et donc, elle pose une question, comme je disais, assez vaste. Comment résoudre le problème de l'influence de la propagande autoritaire pro-Kremlin dans les milieux de gauche en Europe et d'autre part l'instrumentalisation de la rhétorique anticapitaliste par des régimes autoritaires. Vaste question. Ok, tu veux que je réponds tout de suite? Oui, oui. Eh bien, d'abord, je suis très contente de la présence de Margarita. Je pense que c'est très, très important d'indiquer les sites de syndicalistes et de soutien aux mouvements sociaux qui existent. Et je pense qu'il n'y a pas d'autre moyen de combattre la propagande russe que par le développement d'une part d'un argumentaire systématique et de contre-propagande sur les sites dont on dispose. Hein. Il y a absolument aucun moyen. Alors il faut évidemment mettre à nu les mensonges explicites. C'était le cas dans d'autres conflits antérieurs, hein, que ce soit en Ukraine, en Yougoslavie, etc. Donc il faut effectivement être capable, d'une part, de souligner que, d'une part, contrairement à l'idée que le régime Loukachenko serait anticapitaliste ou que Poutine serait anticapitaliste, montrer de façon tout à fait concrète comment le code du travail dans ces pays s'est modifié, passant d'une logique de type soviétique
à une logique ultra-libérale, avec ce que j'ai dit tout à l'heure sur le développement notamment des contrats à durée indéterminée, à durée déterminée, pardon, c'est-à-dire extrêmement précaire de plus en plus, avec la dégradation des pensions de retraite, notamment pour les femmes où on ne prend pas en compte en Biélorussie la maternité, les temps de maternité, pour les jeunes où on ne prend pas en compte tout ce qui peut être service militaire, avec aussi la nature donc des emplois qui sont proposés et qui ressemblent tout à fait à ce qui est de plus en plus proposé de l'Allemagne à la France en passant par le reste du monde capitaliste dans le cadre de l'ubérisation, de la précarisation généralisée dans lequel malheureusement les pays de l'ancienne URSS et de l'Europe de l'Est sont aux avant-postes parce que précisément avec une insuffisance de protection collective et notamment syndicale. Donc il faut, et c'est l'autre aspect, aider par des liens syndicaux, par des liens entre mouvements jeunes, par des liens entre mouvements féministes aussi, et des jumelages peut-être avec des villes en résistance, des voyages, des délégations, euh, rencontrer la société civile, la population, pour contrer précisément le discours officiel, aller vérifier sur place la réalité de la situation, à la fois sociale et économique. Je pense qu'on ne combat pas les discours mensongers disant que, par exemple, que le régime de Loukachenko serait anticapitaliste, en cachant les atouts de bien-être et de développement et d'industrialisation et d'agriculture de ce régime. C'est pour ça que j'ai tout dit. Il faut, seule la vérité est révolutionnaire. Je crois qu'on ne peut pas comprendre, y compris la stabilité pendant quelques années de ce régime sans ses atouts sociaux, et y compris les difficultés de résistance sociale, syndicale et politique par les divisions que produisent le risque de choix difficiles entre un Loukachenko d'un côté et des opposants qui ne défendent pas des intérêts sociaux de la population. Et donc, il faut arriver à élargir les marges d'existence d'une troisième voie autonome, indépendante de tous les gouvernements en place, de toutes les grandes puissances, qu'elles soient russes, bélarusses ou occidentales. Ça, c'est vraiment le point tout à fait essentiel, avec un travail de lien concret avec les populations concernées. Oui, merci beaucoup Catherine. D'ailleurs, à ce sujet, j'étais moi-même en Ukraine la dernière fois au mois de décembre, et des amis et camarades actifs politiquement et au niveau syndical là-bas affirmaient. Donc déjà, on est au mois de novembre-décembre, donc on est encore loin de l'élection du mois d'août, mais qu'effectivement le problème des amis et camarades syndicalistes biélorusses qui venaient se réfugier en Ukraine pour un temps suite à la répression dont ils faisaient déjà l'objet à ce moment-là dans le cadre de mobilisation contre les lois et réformes antisociales de Loukachenko. Donc ça devenait en Ukraine un phénomène de plus en plus important. Donc ces personnes qui viennent se réfugier quelque temps en Ukraine sans demander l'asile, puisque je pense qu'ils ont le droit de séjourner légalement pendant au moins un temps, mais donc c'était déjà un phénomène palpable à ce moment-là, effectivement. Voilà, j'ai ici, alors on n'a plus vraiment de questions. J'ai ici un commentaire de Mario Lobo qui dit « Il faut aussi dire que les drapeaux blanc, rouge, blanc étaient celui des collaborateurs nazis ». Je ne sais pas si tu souhaites y répondre. Oui, je veux bien, oui. D'accord. Alors, oui. Eh bien, écoute, ça fait partie le discours actuel propagé en Russie et en Bélarus, effectivement, s'empare notamment de ces signes comme le drapeau blanc, blanc, rouge, blanc, et pour développer l'idée
donc, comme je l'ai dit tout à l'heure au passage, que la révolution en cours ou la pré-révolution en cours en Bélarus est, entre guillemets, comme, parce que c'est une interprétation discutable, celle de Maïdan, à la fois fasciste, nationaliste, réactionnaire et pro-occidental et pro-capitaliste. Bon. Alors, donc, le drapeau, alors, il est vrai, bien sûr, que dans la première, bon, je ne suis pas une spécialiste, peut-être que Margarita pourra dire quelque chose. Ce que j'en sais, c'est que, premièrement, c'est effectivement le drapeau de la première république pré-soviétique de Biélorussie en 1918, mais ça ne veut pas dire, c'est pas parce que cette république a connu une occupation et une forte présence nazie et fasciste que son drapeau national est fasciste, pas plus que le drapeau français sous occupation allemande était devenu un drapeau nazi. Bon, donc ça c'est la première remarque. Par contre, il est vrai que par référendum en 1994, 1995, pardon, Loukachenko a fait remettre en cause ce drapeau au nom du fait qu'il évoquait, y compris des phases de la résistance antifasciste qui se sont déployées en soutenant l'Union soviétique et par conséquent en voulant reprendre le drapeau de l'Union soviétique contre le drapeau blanc-rouge-blanc. Et le drapeau, donc, proche de celui de la République biélorusse de l'Union soviétique a été repris par Loukachenko, sous Loukachenko, avec les couleurs principales, donc rouge et verte et un bandeau donc, qui indique un peu les tissus fabriqués en Bélarus, blanc et rouge, très joli. Mais sans donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, sans en réalité la faucille, le marteau et l'étoile rouge. Bon, alors là, je crois qu'aujourd'hui, franchement, j'ai déjà vu dans plusieurs sites des remarques à ce propos. L'accusation que la population, en brandissant le drapeau de la Première République, donc blanc, rouge, blanc, serait fasciste, nazi et se référerait à ce passé d'occupation allemande, c'est parfaitement faux et je pense très très loin de la réalité. Par contre, dans un moment où il y a une protestation croissante contre le régime, les gens cherchent et utilisent éventuellement des symboles qu'on leur donne et contre le drapeau de Loukachenko, ils prendront l'autre drapeau, sans pour autant lui donner toutes ses significations. Donc je crois il reviendra à la population de cette république libérée, j'espère, de ces dictateurs et de toute puissance étrangère, de choisir librement quel est son drapeau et de ne pas mettre des significations qui ne sont pas les leurs à des périodes historiques qui sont très largement dépassées. Voilà ce que je voulais dire à ce propos. Je voulais terminer juste sur une remarque à propos de l'intervention aussi de Margarita en ce qui concerne peut-être plus largement, je veux dire, les illusions qu'il y a dans toute une partie de la gauche. Et ça, moi, j'ai écrit un texte sur lequel je vous renvoie, pas pour me faire de la publicité, mais parce qu'il est vraiment dans l'actualité, qui est un texte de discussion au moment de la crise ukrainienne, comment être internationaliste, qui était une discussion s'adressant aux camarades qui se trouvaient de part et d'autre dans la lutte en Ukraine. Et le point important est de se revendiquer de l'antifascisme, des luttes sociales, de la démocratie et des luttes pour une société socialiste, anticapitaliste, quelle que soit la nationalité, contre tous les nationalismes exclusifs et contre toutes les forces fascistes, qu'elles soient instrumentalisées en Russie, en Ukraine, en France ou ailleurs. Donc, et deuxièmement, je crois que ce qui est très important, c'est de démystifier, et c'est de plus en plus le cas, toute possibilité de compter
sur le fait que face, par exemple, aux conflits qui ont opposé aux États-Unis à l'époque Hillary Clinton et Trump, eh bien, il fallait voter pour Hillary Clinton contre Trump, ou que face à Le Pen en France et contre Macron, il faudrait choisir l'un des deux. Euh, il est clair aussi que les courants fascistes et notamment Le Pen en France, Marine Le Pen, ont de plus en plus des liens avec le pouvoir russe, loin d'être anticapitalistes, et que le pouvoir russe joue sur plusieurs cordes, et que malheureusement les BRICS, c'est-à-dire notamment donc les pouvoirs qui ont pu susciter un espoir de résistance contre les grandes puissances capitalistes et impérialistes historiques, hein, qui existent toujours, que ce soit aux États-Unis ou dans l'Union européenne, eh bien que les BRICS, que la Chine ou que la Russie pourraient avoir encore quelque chose à voir avec le socialisme et pourrait être une aide aux mouvements politiques et sociaux. Alors que les mouvements politiques et sociaux chinois, russes comme biélorusses se heurtent à leur propre pouvoir. Donc, plus que jamais, malheureusement, il faut démystifier ces illusions-là. Ça serait bien qu'on puisse s'appuyer. Il faut s'appuyer sur des contradictions interimpérialistes, bien sûr, sur des financements diversifiés, sur des relations internationales diversifiées, oui, mais sans illusion, c'est-à-dire en étant autonome par rapport à tous les pouvoirs existants et en cherchant à construire des fronts de classe, mais aussi féministes, antiracistes, de jeunes, contre tous les rapports de domination et d'oppression à l'échelle du monde, du local au planétaire. On ne peut pas échapper à ça. Il faut le faire. Très bien, merci Catherine. Je pense que je n'aurais pas pu mieux conclure cette discussion, enfin, en tout cas moi ni quelqu'un d'autre. Voilà, donc il est 21 heures, ça fait 1 heure qu'on discute. Donc à moins qu'il y ait une question de last minute, mais je pense que non, ou que tu aies un dernier commentaire à formuler, il me reste plus. Vous donnez les sites syndicalistes et mouvements, c'est parfait. Parfait. On ne manquera pas de les rediffuser dans l'événement et sur notre plateforme. Donc, je rappelle pour les personnes qui nous suivent encore que si vous n'avez pas encore liké la page Facebook de la gauche anticapitaliste, vous êtes chaleureusement invités à le faire et que vous y retrouverez les différents liens que Catherine a évoqué. Donc c'est son propre site, les liens vers ses articles sur le site anticapitalisme du NPA, et également des liens ayant trait à la solidarité vers les sites des syndicats et mouvements sociaux que tu as évoqués. Je te remercie encore pour cette discussion. Au revoir. Et ce n'est qu'un début. Voilà. À bientôt. Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir.